Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, on est en retard. On était supposé en faire un bien plus près que ça du Comic-Con de San Diego, mais tant mieux, ça nous aura donné le temps de réfléchir, de regarder, de revoir les nombreuses bandes annonces qui sont sorties. Messieurs, bonsoir. 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 Juste avant de commencer, Alan, qui est notre grand chef technicien, on est rendu un peu partout? Ouais, effectivement, j'en ai profité vu qu'on a eu un plus long délai un peu pour m'amuser avec les feeds RRS. Ça fait que là, on est rendu sur iTunes et sur Stitcher, ce qui fait que ça va aider certaines personnes à réussir à nous suivre là, plus facilement. Là. Donc Tim Cook nous écoute à partir d'aujourd'hui? Ouais, s'il y a le temps. Ben, voyons, tu sais bien qu'il écoute tous les podcasts qui sont sur iTunes. C'est bien connu. Alors, il nous écoute, on le salue, Tim Cook. Salutations, bienvenue dans Les Injustes et j'espère que vous allez apprécier. Sinon, j'en ai parlé en introduction, on était un peu en retard. En retard, on peut pas dire ça. Mettons qu'on va avoir vu, lu, entendu tout ce qui s'est dit à propos du Comic-Con de San Diego. Puis c'est quand même une bonne chose qu'on soit en retard, dans le sens où il y a peut-être quelques opinions qui ont changé à travers le temps, à force d'y réfléchir, de regarder plusieurs fois les bandes annonces, de lire les commentaires, la réaction des gens. Parce que si on l'avait fait le soir où vous êtes venus souper puis ça se passait, on aurait probablement juste entendu pendant 1h30. Non, je suis le seul qui est comme ça. Ben, c'est ça qui a fait qu'il a vu l'annonce d'Aquaman, là, mais Non, ça, c'était plus à cause de Jason Momoa en chess que d'autres choses. Oui, qui va bientôt dépasser Chris Hemsworth dans mes fantasmes masculins. Non, mais sincèrement, tu sais, tant qu'à avoir un Aquaman, tant qu'à avoir un fantasme. Mais tant qu'à avoir un sosie. Ben exactement, aussi bien que ça soit hey, le monde qui m'ont jamais vu doit se dire waouh, il est shapé. Non, c'est Jason Momoa après 48 boîtes de Joe Louis. C'est pas la même chose, pas tout. Par quoi on commence? D'abord, peut-être une petite réflexion, puis c'est Pat qui nous a amené ça tantôt. Je regarde le round-up qu'on a fait du Comic-Con, puis encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais de moins en moins de comics dans ces fameuses grosses réunions-là. C'est un take-over de la TV puis du cinéma en grosse partie. Ouais, puis aussi, ce qu'il faut dire qui aide pas, là, c'est que depuis que Disney a comme son propre event, il a comme sorti aussi du San Diego Comic-Con, c'est que tout le côté de Marvel aussi a sacré le bord, là, c'est que à part présenter du DC, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait effectivement pas grand-chose. Puis c'est un bon point. C'est quoi? C'est le D23, des patentes pour Disney? je sais pas, c'est Takeover the World 2 ou... Voyons un Takeover the World. J'allais dire autre chose. Ben, tu sais, ils viennent d'acheter Fox. Ça fait que c'est pas mal rendu là. Ben, ça ressemble pas mal à ça. Fait que de plus en plus, on va avoir 2 événements par année, dont celui de Disney. Puis effectivement, ça a manqué parce que ceux qui s'attendaient à voir des images pour le prochain Avengers ou voir des images aussi de Captain Marvel, oublie ça, il n'y a rien eu de ça. Là. Absolument rien. Mais a-t-on besoin de 2 événements par année? Ben, certains diront qu'à la vitesse où ça va, puis à la vitesse où on passe à autre chose, peut-être. Tu sais, parce que, à quelque part, là, le San Diego Comic-Con, c'est l'entité ultime de la convention. C'est le nerdgasme de tous ceux qui trippent sur les comics. Écoute, c'est l'événement à aller, c'est la place. Écoute, assez que j'ai même imaginé un budget pour y aller. Là. Et combien ça se chiffrait? Écoute, c'était l'enfer, là. Je pense que j'avais pas envisagé de dépenser, puis ça me coûtait 5000$. Ben, c'est sûr. C'est l'équivalent d'aller à Disney avec des enfants. Tu sais, l'affaire, c'est que c'était juste mon billet d'avion, puis essayer de me loger, puis de vivre. Mais j'avais même pas encore commencé à dépenser, puis elle virait fou, parce que j'aurais croisé, je sais pas, moi, Evangeline Lilly, qui m'aurait dit « Hey, Chris, t'es bien beau, toi. » Elle t'aurait pas dit ça, mais l'enfer... Oui, je suis certain. Oui. Mais l'affaire, elle t'aurait probablement dit « Mais quelle tête de truite! » Oui! Quelle tête de truite arc-en-ciel! Je t'ai volé ton punch, toi! Mais n'empêche que, tu sais, t'as pas mis les pieds là encore, que faut que tu redépenses une fois que t'es les pieds là. Oui, exactement. C'est pas fini, là. Tu rentres, tu payes ton billet, mais après ça, il faut que tu payes. Mais même pas, j'avais pas encore mon billet. OK, t'avais pas inclus le billet encore. Il n'est pas d'un 4 chiffres, les billets?
Écoute, c'est complètement fou, là. Donc, l'idée d'assister à un événement de même, puis d'en profiter, c'est de faire le trip total, là. Mais Donc, c'est pas disponible pour tout le monde. non, exactement, mais en tout cas, c'est pas disponible pour les gens qui habitent peut-être pas aux États-Unis. Exactement. Puis même aux États-Unis, je veux dire, c'est le genre d'événement qui tu l'as dit, là, 5000$, t'as rien fait, là. Parce que, bon, tu sais, moi, c'était le billet d'avion, l'aller-retour, le coucher. Puis là, tu sais, contrairement au road trip rapide qu'on a fait, nous autres, pour assister à celui de Montréal rapidement, puis par le passé, à ceux qu'on faisait à Toronto, écoute, c'est pas comparable. Non, puis sûr que c'est pas à Baltimore, là, c'est à San Diego. C'est ça. là. En tant qu'événement, c'est pas comparable. Je le sais. Et d'où mon questionnement. A-t-on besoin de celui de Disney? Je sais pas. Ça donne peut-être l'opportunité, justement, de quand tu peux pas aller à un, tu peux peut-être aller à l'autre. Puis l'affaire, tu sais, c'est que je me dis, parce que je m'imaginais les files d'attente qu'il devait avoir pour certains artistes puis certains invités. Puis à un moment donné, je me suis mis à me dire, écoute, à la tonne qu'ils avaient, là, ça devait pas être si pire. T'sais, attends, si tu décides que t'attends pour Frank Miller, mettons, là, il était là, bon, ben, t'attends pour Frank Miller, puis il ne doit pas avoir plus de monde parce que c'est pas le seul invité. Il y en a tellement. Faudrait que tu te divises en 28 si tu voudrais faire tout ce que tu veux faire dans une journée. Exactement. Là. Puis souvent, dans ces files d'attente-là, tu retrouves les mêmes fans avec leurs valises à roulettes qui virent fous. Mais, tu sais, ils sont comme toi. Là. Ils peuvent pas tout faire en même temps. Exactement. Donc, il y a tellement de choses à voir, à participer, à anticiper qu'à quelque part, tu sais, tu fais un choix comme nous on fait quand on va dans des événements de main. Mais, tu sais, c'est séparer une pointe de gâteau qui a déjà beaucoup de monde qui mord dedans, là, en deux parce que tu es tellement rendu totalitaire que tu veux ton propre événement. Tu sais, tu t'appelles... Tu veux plus être dilué dans les autres, là. Star Disney Marvel, là, tu sais, c'est un mélange de tellement d'affaires que tu dis, fuck le reste, nous autres, on a le nôtre. Je sais pas, moi, ça fait pied de nez, là. Puis en plus aussi, San Diego, ça permet comme d'avoir une foule qui est un petit peu hétéroclite, même au niveau des invités qui sont là. C'est comme une image qui a été postée, qui était super cool. Tu avais Yoshitaka Amano qui a été rencontré Frank Miller. Oui. Parce que les deux, c'est des fans de un puis l'autre, c'est que les deux sont allés jaser. Pourtant, c'est deux personnalités qui sont dans des ordres totalement différents. Mais c'est l'occasion de le faire dans effectivement, un événement ça fait comme que ça. il y a des affaires de rien qui sont cool, mais non. Mais effectivement, là, Disney, dans leur délusion de grandeur qu'ils ont présentement, de vouloir avoir le contrôle de tout ce qui est média, a senti le besoin de se séparer de ça, à savoir pourquoi, ça va leur rapporter de quoi, mais je pense qu'ils ont une ligne de pensée qui est trop douette. Ils pensent un petit peu trop à l'argent, parce que c'est... Comment... Je suis pas capable de prononcer le nom de ce réalisateur-là, le gars qui a fait Trésor National 1 et 2. Oui. Il a confirmé que le troisième, le scénario était presque programme complet, mais Disney fait comme, man, je fais plus d'argent avec Marvel, ça fait que fuck it avec ton film qui va me rapporter 400 millions. C'est terrible. Ils sont rendus carrément à cette étape-là. Il y a peut-être le Comic-Con de New York qui serait encore accessible. Ça serait un des endroits que j'aimerais bien visiter. Oui, effectivement. Ça serait, tu sais, dans un... Tu sais, si on relativise, là, oui, ça serait plus simple, plus facile. Puis bon, écoute, tu traverses la frontière, puis bing bang, t'es là. Exactement. Bon, parlons des trailers qui sont sortis. Il y en a eu plusieurs par lesquels on commence. Si on va y aller du côté de DC tout de suite. On va mettre ça de côté. Ils en ont sorti 2. Puis celle que je pensais qu'elle allait être la plus attendue, finalement, a passé un peu dans l'ombre de l'autre. Shazam, ça a volé le show, là. Oui, Shazam, moi, j'ai trippé. Écoute, ils ont été choisir le gars parfait avec ses académies. Zachary Levi. Incroyable. Génial. Le kid un peu débile qui se retrouve un super-héros. Écoute, moi, je veux absolument le voir. Ça a l'air génial. Personnellement, la bande-annonce m'a surpris parce que je me posais la question pourquoi il avait été chercher Zachary Levi pour faire un super-héros qui est à peu près de la force de Superman. C'est à peu près l'équivalent, mais du côté magique. Une fois que tu vois la bande-annonce que Billy Batson ramasse les pouvoirs, puis tu te rends compte que même s'il est supposé avoir la sagesse de Shazam, pour moi, il n'a pas encore compris ce bout-là. Non, ça demeure un kid, là. Ça demeure un kid, ça fait que là, tu fais comme, OK, ils s'en vont là-dessus, c'est que le film peut être intéressant et surtout plus léger, ce qui risque de faire du bien peut-être au film de DC. Mais c'est l'antithèse de tout ce qu'on a connu chez DC. Tu sais, les couleurs sont plus claires. Le costume est bright, là. C'est rouge et jaune. Mais sauf que là, il y a 2 problèmes qui peuvent venir avec ce film-là. De un, ça va être à quel niveau qui va être le copier-coller de Big. Ouais. Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième, le méchant, c'est quoi? C'est Mark Strong qui c'est Mark Strong qui revient pour un autre méchant chez DC, lui qui avait fait Sinestro.
Oui, effectivement, qui revient. Puis sauf que là, est-ce qu'on va avoir un méchant qui est juste générique? Puis là, ça va faire le clash du flow qui est pas assez responsable. Puis là, ça va chier. Il va y avoir une grosse catastrophe qui va se passer. Il faudra qu'il apprenne à prendre ses responsabilités. Là, on va s'annoncer quelque chose qui va être sympathique. Mais ça va tellement être générique que ça se peut que ça fasse mal parce que ça fait déjà 20 fois qu'on le voit chez Marvel, ce côté générique. Ben, c'est drôle que tu me parles de ça. La comparaison que j'avais en tête, c'est Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming... le jeune Flo, un peu wit, un peu jeune, avec un méchant, il est pas pris au sérieux. Puis... Spider-Man Homecoming, ça a été le contraire. Comme j'avais déjà expliqué, le problème, c'est qu'il avait commencé trop fort. Il y a une armure qui était trop puissante, puis il a fallu qu'il fasse perdre son armure, puis qu'il s'habille avec des guenilles pour avoir un challenge. Mais je te parle du côté, tu sais, Breakfast Club, du côté Ferris Bueller, du côté... flow, là, tu sais. Ouais, c'est toujours le côté Ferris Bueller, effectivement, encore une fois, qu'il va revenir possiblement là-dessus. Là, mais ça pogne. Oui, ça pogne, mais c'est toujours joué dans le très safe, là. Ça fait trop souvent que ça arrive dans les 10 dernières années. Ouais. Il faut faire attention à ce qu'ils ne répètent pas l'erreur de Green Lantern. C'est-à-dire aller chercher un fond comique avec un méchant qui va être n'importe quoi, puis que ça tente de se supporter uniquement sur le comic relief joué par Zachary Levi. Il faut pas qu'il y ait toute la pression du film sur les épaules. Exactement, parce que si c'est ça, puis il y a un scénario de merde, parce que DC est très, 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 très fort dans les scénarios de merde. Ils vont faire un paquet d'affaires autour, mais ils n'auront pas mis l'aspect important sur le scénario. Ben, moi, j'aurais peur d'un Green Lantern. Ce qui m'encourage, par contre, c'est qu'on a affaire à un univers qui est en changement chez DC. On le voit avec Justice League, où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Puis moi, je continue à garder l'opinion qu'avec Justice League, on a vu le véritable Superman à l'écran, là. Et les rumeurs qui disent qu'Henry Cavill pourrait être dans Shazam, il pourrait y avoir un caméo de Superman. Moi, ça m'intéresse, ça me parle, je trouve ça le fun. Effectivement, là. Il est sorti de sa dépression, ça a l'air qu'il a pris ses Paxil, il est correct, là. Superman, ça? Ouais, Superman, il est en dépression, dans Man of Steel, dans Batman v Superman. C'est comme tu avais vu la dernière rumeur, puis la dernière sortie de Zack Snyder, qui avait dit que le costume du Robin qui était mort, c'était vraiment c'était Dick Grayson, c'était fait tuer par le Joker. Puis il voulait ramener, comment s'appelle la petite fille, c'est Kelly Jones? Carrie, celle dans Dark Knight Returns? Effectivement, là. Et finalement, il voulait introduire ce Robin-là à la place. Et c'est comme aller chercher la Robin dont tout le monde se crisse, là, dans le fond, là. L'amener là, puis de tuer Dick Grayson, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui voulaient travailler sur un film de Nightwing avec Batgirl. C'est comme la vision de Zack Snyder, hein. Je pense qu'il y avait un problème. Ça avait fait son temps. C'était une bonne idée de peut-être le lancer puis d'être le contraste de Marvel. Mais en même temps, c'est spécial parce que les héros de DC sont supposés... Ils ont eu la même passe dans leur comic en passant, là. C'est supposé être des porteurs d'espoir. C'est des dieux. T'as-tu déjà vu à peu près une page couverture de Justice League qui avait pas un foutu drapeau américain en arrière? Moi, mais c'est ça. Et justement, c'est ça. C'est que c'est pas supposé d'être dark, c'est pas supposé d'être don. C'est supposé d'être des American Fly. C'est le rêve américain. C'est l'espoir, c'est la vérité, la justice. C'est l'American Way of Life, c'est ça DC Comics. Il y avait Batman qui était sombre, qui faisait un peu classe à part dans cet univers-là, puis même, des fois, il finissait toujours par se joindre à ça, pareil, les World Finest de ce monde et autres. C'est correct, mais ce que Zack Snyder a essayé de faire, moi, à force de vouloir imiter Frank Miller, à force de vouloir faire le Dark Knight Returns, on est tombé dans une spirale. Ça fonctionne pour Batman, mais pour Superman, là, Man of Steel, c'était dégueulasse, là. C'était dégueulasse, puis c'était encore pire dans BVS. Oui, sérieusement, là, faire des plans que tu vois des villages qui sont inondés, puis Superman qui vole, puis quand on s'en va de ça, c'est godlike. Mais tu le vois pas. Dans les films de Zack Snyder, t'as jamais vu Superman aider quelqu'un. Il était toujours là, il regardait. Puis moi, je dirais toujours, là, l'apogée de la stupidité sur Superman, au niveau passif de Zack Snyder, c'est que la bombe pète. Puis il reste là. Il reste là. Tout ce qu'il fait, c'est, tu vois, il ferme les yeux. OK, en hyperspeed, là, la bombe, au moment qu'elle commençait à se poser, que le coffre commençait à sauter, il y avait le temps de la ramasser, de la tasser. Il y avait le temps de sortir la moitié de la file. Abandonné. Il avait totalement abandonné. Il avait abandonné. Puis ce qui est pire, c'est qu'il avait abandonné avant de commencer. Tout à fait. Mais c'est ce qu'on a corrigé dans Justice League, lorsque, par exemple, il est en train de se battre avec Steppenwolf, puis des civils, puis là, il part à vitesse sauver les civils, bang, il revient se battre contre Steppenwolf. C'était le Superman que moi, je connais. T'as lu comme moi, je vais en parler peut-être plus tard vers la fin, là, du Man of Steel de Bendis. Oui. À un moment donné, qui est en train de se battre contre le méchant, puis il y a Kara qui est avec elle, Supergirl, fait comme, oups, il y a de la mal savoir, retiens-le, il faut que j'aille aider le monde. Exactement. C'est ça, Superman. Mais bref,
Ben hâte de voir Shazam. Moi, ça a été une surprise. L'attendiez-vous, cette bande-annonce-là? Moi, ça s'est arrivé comme boum. Non. Oui, non. elle était annoncée. OK, moi, ça s'est popé sur mon téléphone, puis j'étais vraiment... Wow! Ça a peut-être influencé, finalement, ce que j'ai pensé de la bande-annonce. Ouais, moi, c'est comme si je l'avais oublié. Là, puis tout d'un coup, J'étais même pas sûr que ça allait arriver. Je les attendais. Je pense que j'ai passé trop de batterie de cellulaire à refresher sur des longues à regarder ça allait arriver. Et en là. passant, là, je pense qu'on a compris chez DC qu'on ne rattrapera pas Avengers Infinity War en courant ou en mettant les bouchées doubles. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le temps d'installer leurs affaires. Puis là, je pense qu'ils sont sur la bonne direction. Aquaman. Moi, la bande-annonce m'a complètement charmé, là. Mais complètement. Je veux voir ce film-là et j'aurais voulu le voir avant Justice League. Ben, de un, ça a été affirmé que normalement, là, c'était comme... Ça se passait avant, puis ça expliquait pourquoi que Arthur Curry était un petit peu comme plus d'ombre dans Justice League. Ce qu'on a vu visuellement, oui, c'est super beau. OK, c'est sûr qu'il y a tellement d'effets spéciaux de CGI que ça sera jamais parfait. Là. De un, être parfait, ça coûte trop cher. Il y en a tellement. Il faut juste que tu le prennes du côté que c'est puis que ça soit acceptable. Mais sauf que, tu sais, il y a peut-être un ou deux effets trop génériques, comme des affaires qu'on a trop vu souvent qui m'ont tombé un peu c'est là. Aussi beau que ça peut être à la fin qu'il y ait l'artefact puis il plonge avec tous les poissons, avec le monde qui suit. Là. On a vu ça combien de fois dans le cinéma, là, ce genre de séquence-là. C'est... Aimes-tu la vie, Alan? Non. Alan, il aime la vie. Mais j'avoue quand même que la bande-annonce d'Aquaman était très Harry Potesque. Il y avait beaucoup de du Seigneur des Anneaux aussi. Là. Ouais. Oui, mais moi, ça m'a plu. C'est-à-dire que moi, ça m'a plu aussi, mais je suis d'accord avec certains commentaires qui sont ressortis, des critiques, que ça faisait très grandiloquent. Tu sais, péplum aquatique, Moi, on monte ouais. L'Atlantis. C'est ça, l'Atlantis. Les monstres, les Fantastic Beasts, C'est les bebelles qu'on va voir. Puis... C'est ça, tout était là avec tous les peuples, avec les hippocampes, avec... C'était beaucoup de stock. Mais ben, effectivement, par exemple, il fallait que tu l'écoutes une deuxième fois parce que dès que tu voyais Mera passer, tu voyais dans son décolleté, tu manquais l'appel de l'arrêt du reste, mais là que tu recommences. Mera. J'aurais pris un film juste sur elle. Oui, moi aussi. Une rousse, en plus. Non, j'aurais pris un film juste sur elle. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'on semble s'enligner sur une histoire connue, puis sur une histoire qu'on maîtrise bien, celle de Throne of Atlantis, qui a été repris dans New 52, qui a été repris dans Paradox, c'est un peu ça aussi dans Flashpoint Paradox, qui a été repris en animation aussi chez DC. Donc on a un matériel qui est connu, ce qui va nous permettre peut-être justement d'avoir de quoi qui tient rail. Là. On s'en va de quoi qu'on connaît. C'est l'histoire de base d'Aquaman, lui contre son frère. Demi-frère. C'est qui va avoir le trône, Arthur qui a vécu sur Terre. C'est l'histoire classique, mais de toute façon, il ne fait pas passer à côté de ça, parce qu'à la base, c'est ça Aquaman. Exactement. Puis on ne l'avait jamais vu. Mm-hmm. Ce qu'il y a d'intéressant dans ça, contrairement à ce qu'on a dit auparavant, c'est que là, il y a un scénario qui est coulé dans le béton, qui est là depuis longtemps, qui est ce qui fait les bases d'Aquaman. Mm-hmm. Puis on l'a vu en anime qui était génial. C'est peut-être ramaché, c'est peut-être vieillot comme histoire. Mais pour le grand public, ça va être génial. Mais c'est l'histoire d'Aquaman. Ben, c'est celle-là qu'on veut. Là. Exactement. On nous garoche pas une affaire sombre, lugubre, que DC nous a habitués dernièrement. Et là, c'était éclatant et c'était excessivement lumineux. Effectivement, curieusement, par rapport aux autres films qu'on a vus. Si on parle, si on veut y aller là, dans le jargon, là, le directeur photo, c'est pas le même gars qui était sur le directeur photo que tout ce que DC a fait dernièrement. Non. Tu parles de gars qui aiment beaucoup le contraste, là? Qui s'amusait à sous-exposer tout ce qu'il faisait. C'est ça, le gars qui aime le gris, le charcoal, le noir. Gris pâle. Oui, c'est ça. Lui, sa palette de couleurs. Tu sais, rien qu'avec James Wan, la réalisation, il a réussi à me faire triper. Là, c'est une poursuite entre une Lamborghini et un sous-marin sur un lac de glace. Le gars peut me faire avaler n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, ça. Bon, je pense qu'on... DC semble voir la lumière au bout du tunnel pour pas faire de mauvais jeux de mots. Il y a le projet que je suis un peu plus sceptique parce que j'ai l'impression que les gens vont peut-être être mêlés. Le film sur le Joker avec Joaquin Phoenix à faible budget, que Robert De Niro serait peut-être attaché aussi à ce projet-là. Ça, c'est quelque chose que je trouve particulier parce que je peux comprendre qu'est-ce que DC sont en train de faire avec la Black Label parce que, tu sais, Marvel, au niveau des ventes de comics, ça n'arrête pas de dropper de 1 ou 2% là, tous les 3-4 mois. Ça n'arrête pas de tomber parce que les reboots de toutes les séries à tout bout de champ avec les personnages sont éternels depuis 1950 qui n'ont pas pris une ride, là, qu'à un moment donné,
Qui ont de la continuité pour 50 ans. Tu peux plus continuer, puis là, il n'y aurait pas de rebooter à tous les 3, 4, 5 mois pour essayer de ramasser du monde. Ils décident de lancer un Black Label pour aller chercher du monde plus générique, du monde un peu plus ailleurs, pour raccrocher comme ça. Sauf que si ton univers de film au cinéma n'est pas encore lancé, que tu as essayé de lancer un Joker qui s'est pété à la face solidement parce que tu l'as coupé au montage, puis tu avais une idée, puis tu n'as pas su l'exploiter. Puis un acteur de marre. Oui. Ben, j'aime pas ce Joker. Le Joker pimp, là, ça passe pas. Moi, il aurait fallu qu'on ait une dizaine de minutes de plus, puis plus de travail, pour peut-être voir si t'en est. Mais il aurait fallu qu'il soit le méchant du film. Effectivement. C'est ça le problème. C'est qu'il n'a pas été le méchant du film, il n'a été qu'un caméo. Ouais, effectivement. Là, on a eu une sorcière qui faisait du breakdancing que j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait. Ouais, l'espèce de twerking. De twerking bizarre, c'était très laid. Mais c'est que là, il essaie de nous rentrer des hors-séries, des personnages connus. Puis surtout, là, moi, je conseille à dire, là, de un, je ne tripe pas sur Joaquin Phoenix. Ça fait direct qu'en partant, je fais comme, ah, OK. Salutations à tous ceux qui avaient dit que Heath Ledger serait un mauvais Joker aussi. Pouvez-vous lui donner la chance au moins? Moi, je ne tripe pas sur Joaquin Phoenix, mais ça peut être une belle surprise. Non, mais c'est parce que. Tu sais, c'est parce que. C'est un opposé. Le Joker sans Batman, Batman sans Joker. Ça marche pas. Hey, on va la parler tantôt de Venom. Et Venom, au moins, tu peux réussir à l'apporter d'une autre façon. Mais le Joker sans Batman. Ça va être spécial. Il n'y a pas de raison d'être. Ça va être très, très, très spécial. Mais en même temps, l'idée d'un projet plus obscur, indépendant, avec les succès du cinéma indépendant aujourd'hui, avec des trucs qui ne sont pas des productions majeures, mais qui clashent, qui font des affaires délirantes. Des anti-Infinity War, dans le fond. Il y a un créneau génial de ce côté-là. Dans les bandes annonces qui ont été dévoilées, il y avait évidemment le très attendu Glass de Night Shyamalan. Oui, effectivement. Là, et ça en a fait triper plusieurs. Et je me suis rendu compte aussi que l'un des problèmes d'avoir fait ça sur une aussi longue période de temps, c'est qu'il y a du monde qui ont écouté Split sans comprendre que ça était lié à Unbreakable. Moi, je me rappellerai toujours, justement, que j'ai été voir Split au cinéma, quand ils sont arrivés à la fin, puis que la petite fille est en train de parler, puis là, ils ont commencé à parler, à avoir aux nouvelles, puis il a fait comme, ça nous rappelle comme un super méchant qui est arrivé là. Moi, j'étais dans la salle, j'ai fait, ils sont en train de parler de glace. Puis là, ça se tasse tranquillement pas vite. Puis là, j'ai rien vu le bout du manteau vert. Puis là, j'ai vu en français, c'est que j'ai pas pu reconnaître la voix de Bruce Willis direct. J'ai fait, fuck, c'est Don. Mais ça, c'est pas tout le monde là, qui l'a Bruce Willis, pogné, c'est ça. Sauf que là, c'est là que je veux. Moi, quel film a fini avec ça, là? Moi, j'étais assis, je bougeais pas, j'ai fait, shit, c'est une suite de Unbreakable. Et là, t'as vu toutes les flots qui sont venus de la salle, puis y a personne qui parlait de ça. Là, j'ai fait, OK, c'est parce qu'on est 100 dans la salle, puis je suis ça. Là, première chose que je fais, c'est que je finis ça, j'en parle à tous mes chums. Et la réponse unanime de tout le monde à part Pat, c'est quoi Unbreakable? Ils avaient vu Sign, ils ont vu Village, ils ont vu Sixième Sens, mais ils n'ont jamais vu son deuxième film qui était Unbreakable, qui est un de ses meilleurs. J'ai comme fait, il a fait passer inaperçu. Et comment il va faire pour avoir un hype autour de... comment il va faire? Maintenant que c'est disponible, les gens vont juste l'écouter, Unbreakable? Le succès de Split a dû rebousser les ventes puis l'intérêt d'Unbreakable. De toute façon, Unbreakable est disponible sur Netflix aussi. Exactement. C'est pas quelque chose qui est difficile. Ça fait que il y a dû y avoir quelques écoutes qui ont monté. Mais tu sais, c'est la brillance de prendre... Surtout que Unbreakable est un film qui avait été fait sur les super-héros avant les super-héros. Il n'y avait pas de film. C'est quoi? C'est quelle année, Unbreakable? Ça fait au-dessus de 14 ans. Ça fait qu'au début 2003. Fait qu'on est au début des premiers X-Men de 20th Century Fox. Oui, effectivement. Puis Unbreakable est un film qui a été fait avec quoi? Il y avait même pas 10 millions. Non, il y avait pas une scène. Puis c'était très, 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 très bon. C'est un excellent film. Et quand j'ai vu la bande-annonce de Glass, je me suis dit, wow, les trois ensemble, Bruce Willis, McAvoy et Samuel L. Jackson, ça Samuel Jackson, qui regarde justement là, Jim McKellar, puis il fait comme, oh shit, t'es mon vilain. Oui, enfin, j'ai trouvé mon vilain. Le monstre, la personnalité qui semble avoir repris ses habitudes de voler des petites filles. Là. Ouais, c'est bon pour la santé. Mais moi, j'ai un hype incroyable pour ce film-là et j'ai l'impression que ça en a surpris plusieurs. Oui, moi aussi, j'ai un hype. C'était 2000. 2000, hein? Cable. Oui, c'est ça. C'est... Moi, j'ai trippé sur Unbreakable. J'avais été le voir au Ciné Club, ce film-là, parce que c'était passé un peu inaperçu. Cinéma, moi, C'était passé un peu inaperçu, tout ça. Puis c'était brillant, le récit du super-héros, l'amateur, tu sais, Glass, qui est un maniaque de BD. Et qui y croit, là. Et qui est tellement imprégné de l'univers de la BD qui devient un super vilain.
Parce qu'il est tellement absolument fragile, génial. il est tellement fragile qu'il est convaincu que son opposé existe. Puis c'est surtout de voir Bruce Willis, qui est dans ce film-là, qui a refoulé ses pouvoirs, puis qui est un personnage tellement taciturne, là, ça n'a tellement pas de sens. Là. C'est seulement qu'il a fait fonder une famille pour de vrai, ce gars-là. Il est assis, il a toujours la tête par en bas. Il rentre à la job, il a toujours la tête par en bas, puis il parle. Pourtant, c'est un agent de sécurité, là. Non, ce film-là, si vous l'avez pas vu, c'est un chef-d'œuvre. là. C'est un chef-d'œuvre. excellent Et film. il faut pas s'attendre à un film de super-héros que ça garage à voir. C'est affreusement donnant, mais sérieusement, là, c'est l'aventure que tu vis, puis c'est le cheminement des C'est personnages. parce que tout le long du film, t'es pas convaincu. Tu sais, tu te dis, est-ce que c'est dans sa tête que ça se passe? C'est juste que ce qui est parce que écoute, là, tu sais que ça va être vrai. Là. Oui. C'est parce que c'est le côté de Nash Shyamalan. C'est comme quand tu écoutais Split. Exactement. À un moment donné, tu fais comme, il est juste fou. Tu fais, mais là, c'est sûr qu'il va arriver. Mais quand tu vois à la fin, tu fais comme, shit, c'est encore pire que je le pensais. Exactement, mais c'est bien monté. Le seul problème, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que ça a pris autant de temps avant d'avoir une véritable suite à cette trilogie-là. Écoute, je parlais à une personne qui me parlait de « Hey, ça va être une trilogie, il va y avoir aussi un troisième film. » Je dis « Non, c'est lui le troisième film. Là. » C'est ça que t'as pas compris. Ça se finit là. Ça a pris un peu de temps. Les acteurs ont vieilli, veut pas. Mais ça reste que l'intérêt est là. L'intérêt est complètement là. Oui, ben il a fallu que le réalisateur monte la pente aussi parce que, bon, Et, il s'était fait poivrer par The Happening, c'était tellement bon. Puis, personnellement, il avait eu de la misère aussi. Non, lui, ça va être un retour. C'en est un autre qui a fait son chemin de croix, puis là, il revient sur des projets qui étaient chers à ses idées. Là. Fait que c'est assez cool. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, allons-y. On parlait d'univers qui sont partagés dans les comics. On a parlé de Marvel, on a parlé de DC. Il y a un univers aussi qui est partagé. Puis un peu comme Unbreakable. Je suis pas sûr si c'est si bien connu que ça. Mais quand on a lancé Godzilla en 2014... C'était déjà confirmé qu'il allait faire des suites demain. Confirmé qu'il allait y avoir un univers partagé, même avec Kong Skull Island. Dès 2014, ça avait été annoncé. Mais je suis pas sûr que les gens sont au courant. Ben, t'avais écouté la fin de Kong Island pour le savoir. Puis la première chose que tu fais en écoutant Kong, c'est comme « Bienvenue, je suis monarque ». Ouais. Et ils font toujours référence de manière très, très, très claire que Monarch est omniprésent dans Godzilla puis dans Kong. Tu sais, ils cherchent les monstres. Ils réveillent. Donc, puis en plus, quand tu regardais la fin de Godzilla, il te montrait les images, les gravures qu'il avait trouvées. Puis là, tu voyais tous les monstres qu'on a vus dans la fin de Kong qui c'est ça. Puis là, tu sais, on a vu la bande-annonce complètement délirante qui pourrait m'avoir donné un quadruple orgasme instantané. Oh! Ouais, ça, c'est un orgasme qui était parfait parce que, en plus, qu'est-ce qui était cool avec la bande-annonce, à part le visuel, de la façon que l'on présentait, parce que vraiment, avec le texte qui présente l'humanité comme le virus, puis c'est ça qui est le fun, parce que si on prend à l'origine, au niveau japonais, qu'est-ce qui est Godzilla et toute la mythologie qui tourne autour de ça, Godzilla est un protecteur de Gaïa qui est là pour toujours traîner l'équilibre. S'il y a un déséquilibre qui arrive, Godzilla se réveille puis ramène l'équilibre. Il est du bord de l'humanité, mais si t'es devant lui, il va te piler dessus. Si t'es le problème, ça se peut que ça soit toi. Oui, effectivement. Ça fait qu'en général, qu'il y a des gros mondes qui se réveillent, ben, il est là pour renverser. C'est là qu'on voit qu'il y a comme eu... Parce qu'on se cachera pas, pour moi, là, des images qu'on a vues, il n'y a pas grand monde qui a survécu là. Non. C'est assez détruit, ça fait que là, possiblement que l'humanité a fait une niaiserie, possiblement que Monarch, encore avec ses recherches, ont dû réveiller Rodan, parce que Rodan, on voit dans le film. Puis là, t'as Godzilla qu'il faut qu'il arrive pour ramener une balance. Mais là, ça va être de savoir où est-ce qu'on s'en va, parce qu'une des plus belles séquences sera quand même la première fois qu'on voit Mothra qui ouvre ses ailes au-dessus de la ville. Puis Mothra, qui est l'espèce de gros papillon géant qui, au départ, est une espèce de grosse chenille, de grosse larve, c'est le seul de tous les monstres de cet univers-là qui est fondamentalement bonne. C'est-à-dire que ça, c'est un gardien bon. Et ce gardien bon-là va, même souvent dans les films de Godzilla, se sacrifier pour donner son reste de puissance à Godzilla, justement, pour kicker des culs. Donc, c'est incroyable de voir ça parce que, comme Alan le disait tantôt, Godzilla est né du traumatisme des essais nucléaires dans le Pacifique. Exactement. C'est la réponse à « fuck, le nucléaire existe, la bombe atomique est là, il y a un monstre qui va arriver et qui va dire « vous avez joué avec une affaire de trop ». C'était l'utilisation de l'atome qui était devenue une arme et Godzilla était la réponse à ça.
Mais on pensait que c'était un lézard. Non, moi, j'ai toujours cru que c'était un lézard qui avait été justement modifié par la bombe atomique. C'est pas ça? Ben, ça, c'est dans la version Ouais, là, avec 97, Renault, là, mais avec, non. C'est parce que les monstres ont à peu près toujours existé. C'est ça. vraiment un équilibre dans le monde. Tu sais, s'il y a des gens qui veulent se mettre un peu plus à jour là-dessus, il y a l'anime qui est sorti sur Netflix, là, qui se passe dans le futur, mais qui ramène beaucoup cette mythologie-là que Godzilla a toujours existé. Parce que Godzilla, dans lui, il est vraiment méchant, mais c'est pas encore sûr encore. Mais sauf que là, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, dans Bonne Annonce, là, visuellement, avec le texte qu'on a eu, Godzilla qui sort de l'eau devant l'humanité, qui l'attend, puis qui lance son laser vers le ciel. Tu sais, des plans qui sont tout beaux de main. Tu vois Rodan qui vole, qui déborde tout. T'as Mothra qui se pointe. Puis là, tu sais que ça, c'est juste ce qui est petit. Puis jusqu'au temps qu'à la fin, ils font comme, tu sais, le destructeur de l'univers, là. Parce que t'as King Ghidorah qui arrive à la fin. Mais King Ghidorah n'est pas celui qui vit sur Terre. Ça, c'est celui qui est dans l'univers. Oui, il vient de l'espace. Il vient de l'espace, puis c'est le destructeur ultime. Puis King Kong a sa place là-dedans, lui. Ben, l'affaire, c'est que, tu sais, si on parle de... Parce que Godzilla, là, il s'en est clenché des monstres, là, puis toutes sortes de monstres débiles. Là. Un qui était fait avec du pétrole, un autre qui était un crabe, un autre qui était de la bouette, là, en tout cas. Le Power Ranger rouge. Ouais, je pense. Mais dans le délire de Godzilla, un des trucs quand même, ça s'est déjà fait, c'est Godzilla versus King Kong. Puis il y a même eu un King Kong mécanique qui se battait contre Godzilla. Tu sais, il y a eu plusieurs affaires complètement capotées. Mais oui, parce que à quelque part, les protecteurs, là, il va falloir qu'ils se pointent parce qu'il y a d'autres monstres dans le panthéon de Godzilla qui sont comme des entités un peu avec des petits temples où, bon, si lui se réveille, il est là pour protéger telle affaire. Tu sais, dans un autre même ordre d'idée, il y a eu un autre, comme un compétiteur de Godzilla qui s'appelait Gamera, qui était aussi un protecteur. À quelque part, ces monstres-là sont comme si, par exemple, tu arrivais sur le territoire d'un ours, puis que sur cet ours-là, il disait « Voyons, Christy, il y a une usine, puis tout est en train de détruire, puis la nature... Puis je ramène ça à zéro. Je ramène ça à zéro. » C'est à peu près ça. Tu as aussi la réponse à l'humanité à tous ces monstres avec Exactement. Mecha-Godzilla, Avec qu'on le avait vu dans Ready Mecha-Godzilla. Player One. Exactement. Le Mecha-Godzilla qui était « Il faut qu'on trouve un moyen de le battre », mais bon, tu sais, c'est utiliser encore une fois les mauvaises affaires en fonction... Tu sais, il faut voir d'où vient véritablement la menace. Puis, comme le dernier Godzilla qui est sorti, Shin Godzilla, c'était fucking en tabarnouche. Là. Godzilla, tu le vois quasiment pas. Il y a un stade évolutif comme de poisson larvaire dégueulasse qui crache du sang par comme les pores de sa peau, les fentes, les écailles, tout ça. C'est absolument repoussant par moment, mais il est là pour donner une leçon au monde industriel technocrate, débile, qui fait que tout est en train, les essais, les essais chimiques, tout ce qu'on fait de mal à la planète en ce moment. Hein. Défendu par des monstres. C'est ça, exactement. C'est comme un espèce de gros gardien. Fait que la bande-annonce répond pas mal à vos attentes, c'est ce que je comprends. Moi, la bande-annonce, c'est un univers qui m'est complètement inconnu. Là. Personnellement, c'est rien que le fait qu'on a vu autant de monstres en 3 minutes, ça m'a fait oublier le film de 2014 parce que je préfère... Qu'on voyait jamais. Hein? Je préfère un podcast d'1h30 sur toutes les aberrations qu'il y a dans ce film-là. C'était ridicule. Mais il fait partie de la série pareil. Là. Ouais, je sais qu'il en fait partie, sauf que c'est la raison pour laquelle Kong l'avait réalisé de cette façon-là, parce que le réalisateur, il a fait... le but, c'est de voir les monstres. Puis Kong, moi, c'est un coup de cœur. Moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai complètement Moi puis trippé Pat, sur ce on film-là. était le voir au cinéma, puis je pense qu'on est sorti de là à la gueule à terre. On s'entendait pas à ça, tu sais. Parce que, veux pas, on a tellement été déçus souvent par King Kong. Le dernier bon film, je pense que c'est celui des fêtes des années 70, début 80, Ouais. là. Oui. Il faut oublier la suite, là, mais avec son pacemaker, là. Mais, Puis il faut oublier celui de Peter Jackson qui m'a tapé ses nerfs parce que c'était comme le Seigneur des Anneaux des Saints. Ben, c'était le Seigneur des Anneaux versus King Kong versus Jurassic tu Park. parles de King Kong on Ice. Ouais, c'était King Kong oui, Jurassic c'est vrai. Park. Hein. Ouais, ça fait souvent Central Park, ouais. Puis là, j'ai jamais pu réaliser Jurassic Park, fait que tiens, je vais vous mettre plein de dinosaures. C'est ça. Puis écoute, le dernier Kong, c'est fou. Là. 5 minutes après que le film ait commencé, on y voit sa grosse face. Oh, et puis en plus, dans l'univers des années 70, avec la musique de CCR, puis tout non, moi j'ai adoré. Puis Samuel Jackson. Sam Jackson qui nous fait un Pulp Fiction, mais versus un gros singe. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Si vous n'avez pas vu ça, Kong Skull Island, ça vaut la peine. Et le nouveau Godzilla, la bande-annonce a aussi été rendue disponible. Hey, on va faire le tour. Là. Écoute, on a juste 3 de fêtes, puis il y a déjà 30 minutes de passé. Faut aller rapidement. On a du temps. On a du temps. Venom.
Oh, Venom. Ah, Venom, je me rappelle encore de la première bande-annonce qu'on a vue. Tom Hardy qui marchait avec la tête entre les épaules Puis pendant 2 minutes 30. 1,4 secondes de Venom et une rumeur qui nous disait vous le verrez pas, Venom, il va être là à la fin du film. Puis on l'assume pas vraiment que c'est Venom. On a pris le personnage, on a pris le concept, mais c'est plus un clin d'œil, ça va être plus comme un caméo. Vous allez voir, on parle pas de Spider-Man, on est complètement ailleurs. C'est comme on emprunte une idée, puis on y fait vaguement référence. Et moi, c'est cette impression-là qu'on m'avait laissée. Et je m'étais dit, ça va être pourri. Ça va être mauvais. Effectivement, tu sais, c'est parce que ça se demandait où ce qu'ils voulaient s'en aller avec la première bande-annonce. Peut-être au niveau de la post-prod, il n'était pas assez avancé aussi. Ça fait qu'ils n'ont pas pu aller beaucoup plus loin. Les rumeurs avec l'Internet de nos jours, ça prend rien quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qui part ça, ça va se rendre partout. Là. C'est pas très, très compliqué. Et il n'était pas très différent dans la première bande-annonce de ce qu'on avait vu dans Spider-Man 3, qui nous avait déplu. Là. Ah, Topher Grace. Tu sais, on avait fait comme... OK, mais c'est parce qu'il est quasiment pareil, il est pas plus épeurant, il est pas tellement intimidant. Et là arrive la bande-annonce de cette semaine. Moi, les gars, 180 degrés complètement. Là. Ben, de 1, Venom doit faire 12 pieds. Ah, il est-tu gros? Il est tellement gros, puis il est tellement épeurant. Puis, encore une fois, je vais répondre à la question stupide que tout le monde se pose. Là. S'il n'y a pas son foutu symbole blanc dessus, c'est parce qu'il n'a jamais fait de symbiose avec Peter Parker. Ça fait qu'il n'y a aucun lien avec Spider-Man. Exactement. Non, c'est 0. C'est que, arrêtez de poser la question pourquoi il n'y a pas de symbole blanc dessus. Il n'y a aucun lien avec Spider-Man, ça finit là. Mais ça se pourrait qu'on le voit apparaître à un moment donné pareil. Pourquoi pas? Il pourrait bien le faire. Ben, il n'y aurait pas de raison, mais il pourrait. Bon, il n'y aurait pas de raison, effectivement. Il n'y aurait pas de raison. Mais aucun... n'empêche que moi, gars, tu vois, j'ai même pas remarqué ça tellement il est beau. Ben, il est beau. Il est beau, tu sais, il est pas laid, il est beau. Son costume, il est correct aussi. Ça va de voir que ça va donner au grand écran en permanence, mais non, il est beau. Au niveau agressivité, là, tu sais, je savais que le film allait être côté R. Mais si, moi, le vol dans le dépanneur, qui check le gars, puis il dit « Je peux t'arracher à la face », mais il mange la tête. Il mange. Ah, il dit « Je peux t'arrêter les jambes, les bras. » Puis l'humour mal placé qui s'en transforme en humain, puis il regarde la fille qui est traumatisée, elle faisait comme « Ouais, j'ai un parasite. Ouais. » Mais il a l'air d'une violence, la voix, les expressions faciales qui sont juste géniales. Il a l'air tout droit sorti d'un comic book, là. Quand tu le vois bouger, agir, honnêtement... J'ai vraiment c'est parce hâte de voir ça. On sent la dualité qui est le fun avec Eddie Brock puis le symbiote qui est en permanence. La perte de contrôle. Les deux communiquent, mais aucun des deux le contrôle. Puis s'il y en a qui prend le dessus, ben, ça va jamais vraiment Et c'est beau bien. la façon dont ils ont... En tout cas, les images qu'on a vues dans la bande-annonce, quand il voit son reflet dans la voiture, quand la symbiote est comme au-dessus de lui, avec la tête de Venom, puis il tourne autour en lui parlant comme un démon qui essaie de le convaincre. Moi, ça m'a fait penser à une belle retransposition de Dr. Jekyll and Mr. Hyde d'une façon complètement chaotique. Il a l'air hanté par Venom. Là. Il a l'air d'être constamment là, stimulé. Il essaie d'être on dirait que Venom essaie de le convaincre de s'abandonner à la symbiote. Ah oui, c'est ça. Ça a l'air d'un processus de... Exactement, c'est la séduction malsaine. Là, puis écoute, c'est complètement pété. Là. Mais honnêtement, moi, ça a fait grimper mon hype meter. C'est ça. En plus, toutes les séquences d'action que tu vois qu'il y a de l'air super violent, tu vois tout. Mais là, il nous présente Riot. Que je ne connais pas beaucoup. Ben, il faut connaître un petit peu Maximum Carnage. C'est parce que ça date des années 80. C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent sortir par après. Là, parce qu'on s'est habitué beaucoup plus à Carnage. Puis après, là, plus tard, dans Spider-Man, dans les 10 dernières années, ben, il y a eu Carnage qui avait eu son fils, que j'ai perdu son nom. Tu as eu la version blanche du Venom, qui était l'anti-Venom. Puis là, tu as tous les petits... fils de Venom qui avait fait l'espèce de Venomverse où la moitié de New York était devenue des Venom. C'est pas Toxine. Ben, c'était Toxine, le fils de Venom, effectivement. De Carnage. Ça fait que, tu sais, Venom était rendu loin. Parce qu'à l'époque, là, il y avait lui, il y avait Riot, puis il y avait Carnage. Mais c'est qui Riot? Riot, c'est juste une version d'une symbiote sur un humain, mais l'humain, il n'a pas vraiment le contrôle de Riot. Riot, qui est gros, il est argent, puis tout ce qu'il sait faire, là, il est pire que Carnage et Lamb. OK. C'est comme un T-1000. Un qui gros bûche T-1000. tout ce qui passe. Parce que dans Maximum Carnage, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait Carnage, Riot, puis le Double Ganger, puis l'autre fille que j'ai perdu son nom. Ils passaient à travers de New York, puis ils tuaient tout le monde en avançant.
OK. C'est ce qu'ils ont fait pendant une fin de semaine de temps. Puis ça va être eux les protagonistes, les méchants dans Ouais, le effectivement. prochain Puis là, film. il y a la rumeur qui dit que Woody Harrelson apparaîtrait à la fin puis deviendrait Carnage. Puis ça fait partie des très ouais. grosses rumeurs. Ça peut être intéressant. Mais où est-ce qu'on s'en va avec l'élément Spider-Man là-dedans? On l'écarte complètement? Ils n'ont pas le choix de l'écarter parce que veut pas Homecoming 2, c'est Far Away là, qui va s'appeler. Il va sortir l'année prochaine après Avenger 4. Puis après ça, Sony va recommencer à avoir des droits sur Spider-Man. Parce que là, présentement, il est payé dans le Cinematic Universe de Marvel. Et après Far Away, ils vont peut-être avoir le droit d'y retoucher. OK, mais ça va être fucké, là. Ben, c'est comme j'avais souvent pensé avec Spider-Man, la façon de l'amener dans Venom. Si tu veux ramener Spider-Man, t'es même pas obligé de vraiment mettre Tom Holland. T'as rien besoin d'avoir un kid en costume qui rentre dedans, puis au pire, tu fais faire la voix de par Tom Holland ou n'importe quoi. T'sais, il est pas obligé d'être là pendant 25 minutes. Puis on n'a pas besoin d'un combat entre Venom et Spider-Man, parce que ce qui était cool avec le combat de ces deux-là, c'est parce que justement, le symbiote avait pris le contrôle de Peter Parker, puis il avait comme assimiler ses pouvoirs. Puis le côté qui était le plus fun de Venom contre Spider-Man, c'est que vu qu'il avait assimilé une partie des pouvoirs de Peter Parker, il annulait son Spider-Sense. C'est que Venom, c'est le seul gars qui peut arriver en arrière puis il tapait ses épaules, faire comme « Hey man! » Il n'avait jamais sans souvenir. Mm-hmm. C'est qu'il y a ce côté-là qu'il pourrait même pas travailler en... Ouais. Mais ça reste d'être intéressant. Vous avez lu l'histoire que je vous ai envoyée à propos de la création du personnage de Venom? C'est quand même assez exceptionnel. C'est fou. Le flow, écoute, pour ceux qui ne le savent pas, histoire rapide, c'est un Marvel qui avait décidé de lancer un concours sur on veut revamper un peu Spider-Man, envoyez-nous des idées. Et puis le petit gars, il a dit vous pourriez changer le costume de Spider-Man, le mettre noir et blanc. Puis bon, fait que là, il appelle le petit gars et il dit c'est parfait, on achète ton idée pour 220$. Petit gars, bien content, lui, fait qu'il écrit quelque chose, puis il parle avec les gens de Marvel, puis là, il essaie de concocter quelque chose. Finalement, ça aboutit pas, fait qu'on abandonne l'idée. 2-3 ans plus tard, on ressort l'idée du costume noir de Spider-Man, et là, on fait Venom et toute la patente, une franchise qui doit valoir, je sais pas combien de millions, une idée qui vaut combien de millions, selon vous, ça doit être astronomique, et le petit gars, il l'a perdu pour 220$. Ouais, ça sera pas le premier, puis pas le dernier. Non, mais 220$, c'est pas beaucoup. Fait que ça finit la petite histoire de Venom. Rapidement, les autres bandes annonces. Bon, Star Trek Discovery, très rapidement, Pike qui prend le contrôle de Discovery. Donc, l'Enterprise, on le verra pas longtemps, mais on va voir quand même les officiers de l'Enterprise qui vont finalement faire un merge entre l'équipage de Discovery et celui de l'Enterprise. Très intéressant comme idée. Bon choix d'acteur de façon pour Pike en partant. Oui. Ouais, excellente nouvelle. Mais c'est très intéressant comme histoire. Puis sans compter que, justement, tu dirais que pendant que tu vois ça, tu vois Pike qui prend le contrôle, là, tu fais comme, OK, puis là, tu vois qu'il a l'air de vouloir rentrer, vraiment prendre le contrôle. Puis c'est vraiment quand il dit, là, il arrive là, j'ai perdu Spock, il faut qu'on essaie de le retrouver, là. On sait qu'il va y avoir Spock, mais ils n'ont pas encore dit qui ont casté. Il fait comme, regardez la marque que vous avez faite. Vous avez ouvert une 12e de wormhole à travers l'univers, puis on ne sait pas où ce qui mène. On sait pas qu'est-ce que ça donne. Ça fait que vous avez créé un foutu multivers Star Trek. J.J. Abrams, à l'époque, l'avait déjà parti, rien qu'avec Eric Bana, Nero, j'avais perdu son nom. Effectivement, qui avait foutu un petit peu la merde en faisant sauter Vulcain. Maintenant, ce qu'on se demande, c'est est-ce que tout ça peut communiquer ensemble? Ben, c'est la question que je me pose, puis rendu là, pourquoi pas? Et ça serait intéressant. Mais oui, pourquoi pas? Parce que ça ouvre tellement de portes, puis écoute, moi, si j'étais scénariste là-dessus, là, je me roulerais à terre dans mes feuilles de papier en disant « Ah, je peux faire ça. » Je peux faire ce que je veux. Je peux faire arriver Jean-Luc Picard si ça me tente. Exact. Je peux faire arriver il y a un cube bas qui peut débarquer n'importe quand, puis ça serait pas plus grave que ça. Puis ça serait génial. Ça serait génial. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que Discovery, c'était une bande de scientifiques qui sont allés trop loin. Ils ont foutu la merde avec le Mirror Universe. Et là, c'est open bar. Open bar. Et ça explique tout ce qu'il y a de différent de la série des années 60, de la série de J.J. Abrams. Parce que quand tu regardes, les timelines ne concordent pas. Tu sais, je veux dire, Pike arrive, il est déjà capitaine, il prend le contrôle, alors que dans l'univers de Abrams, Pike est capitaine de l'Enterprise, 15 minutes? À peu près. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'Enterprise vient d'être construit, il est neuf, il n'y avait pas de capitaine, il n'y avait rien, c'est la première mission de l'entreprise. C'est Pike qui est là par défaut, mais tout de suite après, il se fait kidnapper. Bon, vous avez vu le premier film. Donc, c'est intéressant, toutes les
les univers qui peuvent peut-être communiquer ensemble. Puis honnêtement, j'ai adoré la petite twist moderne avec la musique, le visuel, les acteurs qui ont l'air encore d'avoir du fun. Sérieusement, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la deuxième saison. Et surtout voir où est-ce que ça va aller avec une nouvelle direction, parce que veux pas, la première équipe s'était fait assez dehors, mais même au début du tournage, la deuxième saison, les nouveaux gars qui étaient dessus n'ont pas toffé longtemps. Là. Non, exactement. Donc ça, on va voir si ça va paraître. Ça serait dommage si on reconnaît pas ce qui a fait le charme de la première saison. Parce que moi, j'ai adoré la première saison. Ben, la première saison, on avait vécu de clash parce que Fuller avait pas toffé longtemps. Effectivement. Tu sais, il coûtait trop cher, puis il y avait toujours trop des visuels, puis c'est là qu'on avait vu un clash à peu près le 4e ou 5e effet. Au moment donné, ça fait comme, au niveau effets spéciaux visuels, ça vient de tomber. Puis il y a moins de vaisseaux, il y a moins de vaisseaux, il y a moins de ça. Ça fait que, ouais, on s'est fait habituer à quelque chose de peut-être qui était moins égal. Je sais que la fin avait été garochée un peu, mais tu sais, que tu sais pas si tu vas te canceller ou pas, ça fait que t'as pas le choix de clôturer ton histoire comme tu peux. Il avait fait déjà pas pire, mais non, je pense qu'on va avoir encore du fun cette année avec ça. Bon, quand ça va mal dans la maison, quand tes valeurs sûres ne vont pas bien, quand ton film ramasse pas ce qu'il doit ramasser, tu sors tes valeurs sûres et tu ressuscites une vieille affaire que les fans aiment et tu redécolles avec Star Wars Clone Wars. Et qui est de mauvaise foi. Il est tellement frustré. Mais c'est ça pareil. Darth Maul. C'est... Vous direz ce que vous voudrez, c'est ça. Ah, regarde, moi je te l'accorde, là. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, personnellement... Je suis content pour ceux qui vont être contents. En passant, là, je dis pas ça de mauvaise foi dans le sens où vous êtes des caves d'aimer ça. Je vous dis juste que la réalité, là, les faits, premier mouvement que Disney a fait quand ils sont arrivés, ils ont mis fin à Clone Wars. C'est la première chose qu'ils ont faite. Première chose qu'ils ont faite, effectivement. Puis, personnellement, Netflix, j'étais bien content qu'ils avaient pris les 6 ou 7 épisodes qui avaient été commencés. Et puis, ils avaient décidé de les finir, puis de les publier. Il y avait une couple de super bons épisodes qui étaient là-dedans. C'était super le fun. Moi, ce qui m'avait toujours fait chier par rapport à ça, c'était la finale quand Ashoka avait été la première Jedi qui avait checké le conseil puis avait dit « Vous êtes tellement cloîtrés, vous avez tellement des œillères que vous voyez même pas que vous êtes la plaie de la galaxie, puis si tout va mal, c'est de votre faute. Vous êtes tellement poigné dans vos principes que vous avez écroulé la galaxie au grand complet, puis vous n'êtes même pas capable de l'accepter. De l'avouer. De l'avouer, puis elle sac son camp. Là, tu fais comme, ce qui va se passer avec Ashoka. Heureusement, Rebels, mais tu sais, presque 10 ans plus tard, nous a montré où c'est que c'était allé. Mais il manque un bon bout. Il manque un bon bout. Sauf que, tu sais, on sait tous que Dave Filoni, c'est pas un cave. Il a des idées, puis il sait écrire. Et sérieusement, laissez-les finir correctement. Au pire, là, ils ont dit qu'il y avait un 12 épisodes, puis s'il faut qu'ils en fassent un autre 12 de plus par après par sa pogne, là, laissez-les compter son histoire d'Ashoka. Mais c'est parce que moi, l'histoire que j'ai vue derrière ça, c'est vraiment comme, regarde, vous me cancellez, c'est un peu comme je fais avec mes enfants. Ah ouais? OK, vas-y voir. Là, tu te croises les bras, là. Puis là, tu le regardes se péter à la gueule bien comme faut. Puis là, l'enfant revient puis dit « Ouais, finalement, je vais prendre ta technique. » Ah, OK, là, tu vas prendre ma... Moi, je l'ai vu comme ça. Oui, mais tu sais, je suis content que Dave Filoni a jamais lâché Star Wars. Il aurait perdu l'histoire. Puis, tu sais, il respecte ses fans puis l'histoire racontée. Il sait qu'il y a beaucoup de monde qui va avoir ce fin-là. Puis il va revenir, puis je suis convaincu qu'il ne botchera pas. J'ai hâte de voir. Vraiment hâte de voir. Hey, on avance rapidement. Teen Titans. Fuck Batman. Ah oui, hein, Martin? Fuck Batman. Vous étiez pas dans notre groupe interne quand cette bande-annonce-là est sortie et que j'ai pété un plomb sur « Personne peut dire fuck Batman! Personne n'a le droit d'envoyer chier Batman! » Non, ça passe pas. 2 semaines après, c'est pas encore passé. Non. Hein? Non, ça passe C'est pas. son nouveau traumatisme après Darth Maul. Ça ne passe pas. Personne n'a le droit de dire fuck Batman sans donner un droit de réplique à Batman. Mais oui, justement, Robin a le droit. Non! Il faut qu'il mange une mornif après. Il n'y a pas le choix. Non. C'est un petit peureux. Il a fait ça dans son dos avec sa propre série sur le DC streaming. Hey. Quel petit peureux en collant. Il mériterait une bonne mornif de la part de Batman. Ben Affleck devrait descendre sur le plateau puis il sacrer une volée gratuitement. Ah, il est trop occupé à faire une dépression. Bon, je comprends, là, mais quand même, n'importe qui, là, même... bon non, Adam West est mort, ouais. Val Kilmer est en train de mourir du cancer Michael ou je sais Keaton pas pourquoi. devrait là, arriver là, puis il sacre un coup de barre de clou en arrière de la tête. Ah, mais il avait le droit de le dire. Non. Batman, c'est un enculé. Oui, mais tu lui dis en pleine face. Ah oui, il a dû y dire. Non, ben trop peureux. Il chie dans ses culottes devant Batman, oublie ça. Tabarnouche, mais T'es un petit crise de peureux. C'est comme un enfant qui pleurniche. Moi, honnêtement, ça m'excite pas. Là. Je trouve que les costumes ont l'air cheap. Je trouve Ah que ça a l'air... Mais sérieusement, là, hein, le service de streaming de DC... Ça fait pitié. Ils n'ont pas d'argent. Là. De un, là, encore une fois, ils font comme tous les services de streaming qui se sont à moitié pétés à la face. Ça se lance dans pas long. Cliquez ici pour vous abonner. Vous n'êtes pas dans le bon pays, seulement disponible aux États-Unis.
Ah, puis dépêchez-vous de vous abonner qu'on puisse payer nos acteurs, parce qu'on les a pas payés encore. Tu sais, puis c'est tout connu que le 3/4 du monde qui écoute ce genre de série-là reste pas aux États-Unis. Il y a beaucoup de monde de l'Australie, d'ailleurs, qui écoute ça, puis c'est tous les pays où il y a les plus grands piratages du monde, parce qu'il n'y a aucune série qui se rend chez eux de toute façon. Ça fait qu'ils sont habitués de pirater parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est que tu lances un service de streaming, puis tu dis à tout le monde, allez me pirater parce que vous êtes pas... Ou on sera pas disponible. Mais même à ça, le produit m'intéresse pas. Ça a l'air cheap. Ça a l'air cheap en crise. Ça a vraiment l'air cheap. Là. Les costumes ont l'air cheap, l'histoire a l'air cheap, les effets spéciaux ont l'air cheap. Puis, c'est quoi l'autre? C'est l'espèce de Starfire. fausse violence Oh cheap. mon Dieu, Starfire. Starfire, Parlons-en c'est une de catastrophe. Starfire. Écoute, c'était impossible de battre Medusa d'Inhuman en mauvais casting, là, mauvais look. Et là, tout d'un coup, sorti de nulle part, Starfire. C'est-tu laid? Écoute, laid. C'est franchement, là. Mais il y a une entreprise de faux cuir qui a fait de l'argent avec cette Mais série-là. franchement, là, tu sais, c'est terrible. C'est tellement laid, toi. C'est presque plus cheap que la CW, c'est pas peu pour le dire, rendu là. Hein. Ah, moi, j'ai vraiment... Regarde, moi, ça me fait penser à beaucoup à ce que j'appelle les petites séries clitoridiennes. Puis encore Ça va être des séries pour petites filles. Mais encore une fois, là, hein, c'est encore écrit d'ici, là, hein. La bataille dans Ruelle, là, hein. J'ai essayé d'ouvrir une lumière dans le salon pour mieux avoir à la TV tellement que c'était sombre, là, puis il y avait du sang qui envolait partout. Ils n'ont pas d'argent. Mais pourquoi encore, hein? Pourquoi du sang partout? Pourquoi de la violence, là? Puis en plus, une fois que tu as mis toute cette violence-là, tu disais, ah, fait fuck Batman, tu sais, c'est comme checker, là, hein? On est tellement indépendant, on est tellement badass, puis non, mais au pire, t'as l'air d'un adolescent frustré, Ouais. rendu là. Tu sais, tu fais un parallèle, là, d'un BD de DC, là, puis d'un anime de DC, là, il y a zéro ruelle noire. Zéro. Il y a toujours des lampadaires, puis il y a toujours tellement de lumière que tu es même capable de voir le reflet là, de telle armure. Ou écoute, même du coin de l'œil, le méchant voit le reflet d'une telle arme qui est tombée. Il fait pas noir, Chris. Non, ils ont une tendance vers ça. Je sais pas Ça, là, pourquoi, c'est de la dissimulation. C'est être capable de tout effacer parce qu'ils ont tellement pas de budget qu'il faut qu'ils cachent les détails. Ouais, Exactement. et voir Schumacher, il n'y avait pas une scène qui a réussi à crisser des néons partout. Ouais, mais c'était laid aussi, hein. Ah, ok, c'est vrai. On les a vus, hein, les défauts puis le carton. Hein. Et les bat nipples. Les bat nipples, on les a vus, puis pas à peu près. Puis la peinture Mais, fluorescente dans la face du monde. Moi, je vous le dis tout de suite, là, ça ne m'intéresse pas. Puis si c'est ça leur gros crochet pour que je m'abonne à leur service, oubliez Ben non, ça. ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Stargirl. M'intéresse pas non plus. Ben, tout le monde sait c'est qui Stargirl. C'est qui Stargirl? Ben, c'est la fille qui avait un bâton en plastique dans Smallville, là. Bon, elle est liée là, à Starman, puis c'est un... Ben, Justice Society. Justice Society, mais Justice Society, c'est une excellente série. Oui, C'est très, mais très, faites très, ça très de bon. quoi là-dessus? tant Mais qu'à bon, ça. écoute, là... ouais, Shazam tant n'est que pas ça. là-dedans, d'ailleurs, Justice Society? Ben, il y a eu Ben, plusieurs il y a incarnations. Hogman en a fait partie. Parce qu'il y a eu plusieurs incarnations qui ont été là. Chose, Dr. Fate en a Alan fait Scott. partie. Alan Bon, Scott, Le Green premier Lantern. Flash en a fait Le partie. premier Oui, Flash. effectivement. Écoute, il y a un... Jay Garrick. C'est Ouais, ça. Jay Il y a Garrick. un tas de personnages, mais ça, la GSC, c'est lié avec toutes les terres alternatives. C'est tellement fucké, c'est tellement compliqué qu'ils ne pouvaient pas s'embarquer là-dedans. Fait que là, ils ont décidé de faire Teen Titan, puis là, de dire « Oh, Starfire ». Puis là, bon, fuck Batman. Mais quand même, écoute, Fuck tu sais, Teen là, Titan. vous souvenez-vous, là, Sauf du les vieux... Teen Titans Go. Vous souvenez-vous du vieux film pour la télé de Hulk Oui. avec Thor? Oui. Bon, ben, Captain Thor, America, ouais, là. Captain America, Thor, puis le pauvre Daredevil, que c'était juste une cagoule noire sur les yeux. Oui, Ben oui. écoute, Thor, là, il lookait là, à côté de Starfire. Et boy. Il y avait du poil en crise, Ouais. ce temps-là. Ah, c'était tellement laid. Là. Ouais. C'était Mais tu cheap. sais, là. c'était pas cheap, c'était un beau c'était costume laid, de carton. Tu sais, tu vois, c'est un peu l'histoire à l'envers parce que c'est à l'époque où DC avait beaucoup de succès avec ses séries comme Wonder Woman, comme Batman avec Adam West, qui était très campy, Marvel avec Stan Lee qui courait les maisons de production pour essayer de répéter la chose avec ses personnages. Mais là, c'était l'inverse. C'était Marvel qui avait l'air cheap, qui était pas beau puis qui décollait pas. Là, on a l'inverse. Là. DC a l'air cheap puis il décolle pas. Écoute. Mais écoute, moi, sérieusement, là, va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font pour pas reconnaître le gars en Robin. Là. Oh, mais tu sais, c'est parce que Marvel est pas mieux. Tu prends les séries qu'ils font avec genre chez Freeform. Excuse-moi, Cloak and Dagger, ça a l'air cheap en crise. Oh, oui. Ouais, mais ils sont en... Écoute, eux autres, ils ont l'air d'avoir le vent dans les voiles, puis tout le monde trippe, puis les deux personnages sont partout à faire plein d'affaires. ça a passé où, ça, Cloak and Dagger? Ben, une parce idée. que Freeform, on l'a pas ici. Mais il y a une affaire, par exemple, parce que Freeform, c'est comme un petit peu lié à Hulu. C'est un petit peu bizarre parce que tu veux pas, en plus, Marvel, il y a Disney vient les acheter. Puis il se trouve que tu peux les acheter sur tes plateformes de streaming. Tu sais, que ce soit sur PlayStation Network, ben, je suppose iTunes, c'est des trucs que tu peux acheter quand même. C'est disponible. Bon, on passe au prochain sujet.
Ah! Elle vient officiellement de dépasser les James Bond dans ma tête, la franchise de Mission Impossible. On vient de prendre un step incroyable avec le nouveau film Fallout qui est sorti au cinéma, qu'on est allé voir. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. 2, Rogue Nation, Ghost Protocol, lui de J.J. Abrams était excellent, mais pas au point de dire que je suis sur le cul puis flabbergasté. Mais quand je suis sorti de Mission Impossible, Fallout, les gars, il a fallu me raccrocher à la gueule d'un garage. Ben, sérieusement, là, au niveau film d'action, je pense que la nouvelle génération qui vient de sortir n'aura jamais vu un film du genre. On a un nouveau standard, là. Là, on a un nouveau standard avec Tom Cruise qui est plus fou que jamais. Puis Monsieur Eastwood, son cascadeur qui suit depuis plusieurs Missions Impossibles, là, hein, que les deux ensemble, là, ils font comme, OK, on pousse à bout, puis tous les plans, on s'arrange pour qu'on voie que c'est toi. Tu pousses la machine au maximum, puis on met pas d'écran vert. Le Halo Jump, c'est lui. Sa moto, c'est lui. L'hélicoptère, pendant un an et demi, il a appris à piloter l'hélicoptère. Le décrochage qu'on voit le long de la montagne environ, là, même les pilotes professionnels ont de la misère à le faire, puis ils ont un chien en le faisant. Tom Cruise s'est entraîné un an et demi pour réussir à le faire, le Mongol. Ils ont installé des systèmes de caméras sur l'hélicoptère pour que les deux caméras ne se voient pas, mais qu'on soit toujours capable d'avoir Tom Cruise en train de le piloter. Même principe avec le Halo Jump, ils ont bâti un sou pour Tom Cruise pour réussir à donner assez d'oxygène aussi, mais surtout pour avoir une visière complète, parce que normalement, tu ne vois pas la face d'un gars qui fait un Halo. Non, ça fait que là, ils ont mis une visière complète et du rétroéclairage pour qu'on voit la face de Tom Cruise en permanence là-dedans pour... Regardez, c'est vraiment Tom Cruise. Tout est fait pour de vrai. Il n'y a jamais un écran vert. C'est que tu vas écouter le film dans 30 ans, là, hein? Ça va tenir encore. Ça va tenir encore. Ça va paraître à l'écran comme une bombe. Ça, c'est une chose. Au niveau technique, c'est incroyable, c'est superbe. Mais même au niveau de l'histoire... Moi, je m'excuse, là, ça m'a jeté à terre, là. Vraiment, vraiment jeté à terre. C'est une suite directe de Rogue Nation, c'est une bonne idée. Ça me fait penser qu'on a parlé de Jurassic World, Fallen Kingdom, que j'avais dit qu'un film de 2h15, normalement, est supposé de m'apporter quelque chose puis travailler sur une histoire. Ah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les 13 premières minutes de répercussion? J'adore ce titre en français. Répercussion, Fallout. J'aime ça, répercussion. Ouais, répercussion. Ça fait une pack, je trouve, moi, en tout cas. Mais c'est ça, c'est que pendant les 13 premières minutes, là, il se passe rien. T'as un débriefing de tout ce qui se passe dans le monde, puis qu'est-ce qui passe. T'as vraiment quelqu'un qui explique avec des... Mise en contexte. Une mise en contexte. T'as des visuels. T'écoutes un PowerPoint pendant 13 minutes qui explique qu'est-ce qui se passe. Même sans avoir vu Rogue Nation, je pense que les gens peuvent voir le film sans problème. Effectivement, peut-être il y a 2-3 personnages qui sont faits d'où ils viennent les autres. Mais c'est pas grave, ils sont expliqués pareil. Ils sont bien amenés pareil. Honnêtement, j'ai réécouté Rogue Nation, puis je me suis dit, regarde, je me souvenais pas de tout. Parce que ça faisait quand même un petit bout, je l'avais vu juste une fois, puis je me souvenais un peu, mais honnêtement, t'avais pas tant besoin de le voir non plus. Là. C'est une suite qui est intelligente, qui est bien faite, qui se tient sur elle-même. Puis honnêtement, c'est merveilleux. D'abord, moi, je me suis fait piéger dans tous les pièges qui sont tendus par l'équipe de Mission Impossible. Il n'y en a pas un que j'ai vu venir. Ben, c'est parce que, sérieusement, ça, je leur donne, parce que dans tous les films de Mission Impossible, depuis que J.J. Abrams a pris en franchise, de cette façon, de le troisième, il y a toujours la passe de « Hein, tu l'as pas vu venir, ça, tu l'as pas vu venir, ça. » Puis là, tu fais comme « Ouais, mais la roue, je commence à la connaître, là. Hein. » Ouais, je le sais, là. Là, tu fais comme « Je suis bien cash, je me sens encore fait avoir. » Ah non, moi, ça part un jeu, là, tu fais comme « Ah là, je l'ai vu, ça va être ça. » Là, ça fait ça, tu fais comme « Ah, si, ils ont été 3 steps encore plus loin que moi. » Tu fais comme « Ils sont brillants. » Attention. Attention, spoiler alerte. Attention, spoiler alerte. Je me suis fait prendre comme un enfant quand il piège l'espèce d'idéologiste religieux avec les explosions nucléaires, là. J'étais convaincu que c'était vrai, là. J'ai fait comme, oh shit, ils ont fait sauter des villes dans celui-là, là. Je sais pas si moi, je suis de la vieille école, des vieux films d'espionnage. Ça, j'avais vu venir. Moi, j'ai quasiment tout vu venir. Ah ouais? Ah ouais. Il y a une affaire, moi, j'ai pas vu venir. Tu sais, j'avais compris que c'était Simon Pegg qui avait mis un masque, qui avait remplacé le gars qui est attaché. Solomon, sauf que il y a 2 crosses que j'ai perdues, là. À la fin, il y en a eu 2 de plus que j'ai faites. Ouais, il était rendu plus loin que moi. Moi, j'avais arrêté à la 2e étape, il y en a mis 2 de plus, là. Tu sais, c'est parce que tu fais comme, hey, ils ont eu, mais tu te rends compte que la CIA avait infiltré le monde qui était là, puis c'est comme... Tout en FaceTime direct avec le gars. Génial. Et parlons de la performance de Henry Cavill. Il est donc ben gros, Colin. Ben, Tom Cruise, c'est petit, ça aide. Écoute, il est sa génial. Sa moustache. Mais sérieux, là, il fallait pas qu'il rase, là. Il est génial. Il a scrappé Justice League, mais il a bien fait de scraper Justice League. Là, ça valait la peine. Il est incroyable. Écoute, il est
omniprésent à chaque fois qu'il est là. J'ai eu de la peine, parce que là, on a parti le spoiler, mais je voulais pas qu'il meure. Ah, moi non plus. Ça aurait été un superbe méchant à conserver, surtout qu'ils lui ont fait une cicatrice à la méchant de James Bond. Ils ont fait quelque chose qui allait être remarquable. Puis quand je l'ai vu mourir, j'ai fait comme quelle opportunité ratée de ramener ce gars-là. Au terme d'acteur, moi, il m'a floué tout le long du film, ce gars-là. Ben, J'ai c'est parce adoré que ces scènes. Là. Il avait l'air d'un gars sûr de lui. Il avait un petit côté fendant. Il avait un petit côté qui était le fun aussi. Tu sais, il était drôle, il était attachant, mais tu sais, il avait son petit côté baveux. Mais tu fais comme, mais c'est un gars de la CIA, c'est juste normal, là. Mais ses gestes, il parlait par ses gestes. Ah oui. Du Hello Jump jusqu'à la finale, là, il pose des gestes sans parler que tu fais comme qui te font apprécier le personnage. Puis, écoute, il était la menace qu'il représentait était tellement toujours omniprésente. Là. Tout le temps. Écoute, il disait pas un mot, il faisait un petit sourire, un petit hochement de tête, puis tu disais, tabarnouche, il va toutes les tuer. Il les suivait là, au pas à pas dans la mission. Il a framé Tom Cruise. Il veut pas mourir comme un vrai bon méchant de film d'action. Puis la séquence où il reçoit le crochet en plein front, là, Aïe, aïe. génial. Moi, j'étais dans le cinéma, puis honnêtement, les gens qui étaient avec moi ont dû me trouver fatigant, là, parce que j'étais comme, encore, wow, maudit que je l'aime, j'en veux plus, let's go. Je riais, je jouissais dans la salle de cinéma tellement j'étais content de voir le film, tellement c'était bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir au cinéma. Là. Mais effectivement, il y avait beaucoup de plaisir. Puis au niveau des séquences d'action, comme on disait, là, tout était bien monté. Tout est travaillé pour qu'on voit vraiment que Tom Cruise fait des cascades. Il n'y a pas d'écran vert. Mais juste, moi j'ai vu le film en IMAX, c'est que le Halo Jump et la poursuite en hélicoptère était filmé avec des caméras IMAX. Ça fait qu'au niveau de l'immersion, là, Total, j'ai fait arracher mes bancs là, 2-3 fois. Là. J'ai été accroché, là, puis j'ai Pas de musique, le son Mais uniquement. Les poursuites en voiture, là, La- tu coupes Ouais. la musique, tu mets un micro dans le moteur, tu ramasses les révolutions, puis quand ils font des poursuites, veux pas, là, sont en France, ça fait que tu as toujours plein de vieux monuments, puis tu as toujours plein de tunnels avec des poutres de chaque côté, et l'écho, là, tu sais, l'effet, le Doppler Ouais. effet qui se fait en permanence, tu. Là, t'écoutes ça, tu fais comme, fuck, c'est hyper malade. Là, t'es pogné, là, t'as plus de musique, t'as rien qui est décassant, puis c'est des séquences qui durent plus de 10 minutes, pas de musique, juste le son des moteurs. Moi, ça va me faire... je vais faire une référence à un vieux film. Là. Avez-vous déjà vu Bullet avec Steve McQueen? Non, mais j'en ai déjà Ok. entendu parler. C'est, dans l'histoire du cinéma, une des grandes poursuites avec la Ford Mustang Bullet de Steve McQueen puis un Dodge Charger. Mhm. Et là, c'est une poursuite où tu entends dans les rues de Los Angeles, puis après ça sur une autoroute, où tu entends juste le changement de gear de vitesse des deux chars. Parce que les deux gars ont deux muscle cars. Et c'est juste du bruit de char. Là. Et ça, là, moi, je revivais un moment de cinéma comme ça. Là. Une époque où on n'utilisait pas la musique dans ce genre Une de époque séquence-là. où c'était la voiture, l'effet sonore pour l'effet sonore. Comme dans un vieux film de guerre où tu entendais les mitrailleuses des avions quand tu avais un dogfight aérien. Tu sais, c'était le retour aux valeurs du film d'action traditionnel et c'est ce qui fait que en ce moment ça transcende le film d'action. Là. C'était Écoute, sans compter- ça marque le film d'action. c'était l'anti-Hans Zimmer. Puis, non, puis Oui. ouais, effectivement, Hans Zimmer, mais surtout aussi, il faut que tu réussisses à bien le faire. Parce que honnêtement, là, hein, il a fallu qu'à un moment donné, je fasse comme Chris, ils ont coupé la musique. Oh, ouais. Tu t'en rends pas compte tout de suite, t'es tellement embarqué dedans. Moi, c'est qu'à un toi moment qui me donné- l'as dit. Parce que Ouais, c'est j'avais toi pas, qui me l'as dit j'avais pas aussi. remarqué du Ok. tout. J'étais Ben, tellement dedans. comme je te dis, la différence possiblement au niveau audio, moi j'entendais pas 3 films alentour de moi, Ouais. j'étais payé dans mon 25 000 watts de son là, du IMAX, ça fait que à un moment donné, c'est ça, le bruit du moteur m'a tellement frappé que j'ai fait, il y a rien d'autre, j'ai plus de musique ambiante, j'ai plus rien, il y a personne qui parle, il y a plus de musique, j'entends rien que le bruit des moteurs. Oui, puis on le sentait changer de vitesse sur sa BM. Là. Ah, c'était fou, raide. C'était, écoute... Il y avait bon. des BM dans le film. Ah oui, c'était des BM. OK. Écoute, moi, là... C'était pas des Hyundai comme chez Ant-Man and the Wasp. Les motos, les chars, même le vieux char des années 80, Ouais, c'est le c'était BM. une BM. C'est un maniaque de films de char. là. J'en ai tellement vu. Là. Écoute, j'étais là. Ça, c'est une scène marquante. Ah, vraiment, C'est une scène vraiment. marquante. Moi, je suis sorti de là et j'ai eu l'impression qu'on avait marqué quelque chose. Là, Oui, il y a oui, un oui. standard si vous voulez faire un véritable bon film. Je suis Oui. content des performances qu'il fait au Tu sais, je vous box-office. dirais, là... tu sais, il y a des films d'action qui ont marqué. Là. Il y a eu Die Hard dans les années 80 Exactement. qui a fait toc! Là, au secours, il faut que tu accotes Die Ouais, Hard. t'as eu Die Hard, puis t'as eu Lethal Weapon 2. Ouais, là. exactement. Le deuxième Puis là, avec la t'arrives, démolition du building. Puis là, tu dois accoter maintenant Mission Impossible. Ben, tu as eu Terminator, même si c'est un peu Oui, science-fiction. exactement. Oui, mais oui, le mais Terminator, Dans les oui. séquences d'action, Avec- Terminator 2, Avec la c'était séquence avec le le gros semi-remorque camion, puis la moto. c'était un standard. C'est ça. là.
Puis là, maintenant, il y a ça là, qui est arrivé. Bon, on a eu les Fast and Furious qui nous ont éclaté la gueule avec un paquet d'affaires, puis ça pète à radette partout, puis ils font des passes que tu dis... Puis, mais il y aura, tu l'as dit toi-même, jamais un des James Bond modernes dernièrement qui peut accoter ça. Non, et là, ça met énormément de pression sur la franchise James Ben Bond. oui. Énormément de pression, parce que malgré toutes les qualités qu'on peut retrouver au film de Daniel Craig, ils m'ont jamais fait lever sur mon banc comme Mission Impossible Fallout. Ben, non, Mission Impossible Fallout, justement. Ben, si on regarde les derniers James Bond, là, hein, c'est pas Skyfall avec sa bataille dans la vieille maison à la fin qui a fait qu'il s'est accroché quelque part. Là, avec ses mousquets, là. Puis Spectre avec les réunions qui finissent plus de finir. Là. Spectre, il y a une séquence qui est équivalente à peu près, là, qui est la bataille du train, qui avait pas de musique, qui avait rien, puis que t'as James Bond qui a passé à travers 28 wagons, là. Mais elle dure 2 minutes. Ben, 3 minutes à peu Ah, près. puis non, je m'excuse. Spectre, là, c'est du monde autour d'une table avec un mauvais T'sais, vilain qu'on essaie de faire revenir. Tu sais, la bataille du train, il y a un crochet là-dedans aussi. Puis on s'en souviendra plus, là, à Non. quelque part. Non, ça passera pas à l'histoire. Là. Tandis que Mission Impossible Fallout, ça va passer à l'histoire. Exact. Ouais, c'est sûr que le film va passer à l'histoire. Écoute, la poursuite d'hélicoptère, à la fin, c'était une poursuite de X-Wing Fighter. Ben, Ça n'a pas de bon sens. Mais ce qui était brillant en plus dans cette poursuite-là, c'est parce que c'est en plus une idée de Tom Cruise qui a vraiment voulu travailler là-dessus, c'est que tu prends 2 hélicoptères de transport, t'as un gars, je pense, qui avait une M60, il a passé ses balles, il a pas réussi à buter Tom Cruise, puis Tom Cruise, il a pas le choix de descendre de l'autre hélicoptère, puis il fait comme, j'ai pas le choix, il faut que j'y rentre dedans pour l'arrêter. C'est tellement bon. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, là, c'est la réaction d'Henry Cavill avec son personnage, qu'à un moment donné, tu vois, là, la face, il tombe, puis il fait comme... Il essaie de me rentrer dedans, le psychopathe. Tu sais, il vient de comprendre que le gars qui t'a... Tu sais, il savait qu'il était fou, mais à ce point-là, tu sais... Mais c'est quand il dit, tu vas-tu finir par mourir? Tu sais, à un moment donné, c'est ça que j'ai aimé de ce film-là. Il transpose ce que tu ressens dans la salle. Ils finissent par te dire, non, t'es pas fou, là. C'est ça qui est en train de se passer, là. Vous êtes en train de vous dire, Chris, il est increvable. Dites-vous que le méchant pense exactement comme vous présentement. Oui. Il est en tabarnak parce qu'il est pas tuable, OK? Et ça, j'adore ça, parce que c'est de l'honnêteté, c'est de la franchise. Ben, c'est l'effet de John McClane. Exactement. Ouais. C'est le gars qui il va jamais crever, il va toujours avancer, puis à un moment donné, il va te déstabiliser parce que peu importe ce que tu vas faire, il va toujours s'en relever. Mais le plus drôle dans Mission Impossible, ce que j'aime, là, depuis cela avec Rogue Nation, c'est Ghost Protocol. Ghost Protocol, là, la joke du 3-2-1, là, dans celui-là, ils l'ont poussé à la bout, puis ils en ont même trouvé le moyen de faire des jokes en faisant comme ça, des ridicules, là, parce qu'on est rendu. Là. Surtout que là, ils savaient pas qu'il allait réussir à l'arrêter, c'est en fait, on a perdu communication, on coupe à 1 seconde, puis on le coupe à 2, 1 seconde, c'est quand même 1 seconde, tu sais, la joke, c'est 1 seconde, c'est quand même... Non, on va y laisser 1 seconde. On va y laisser 1 seconde. De plus, on va le couper à 1 seconde. C'est comme, OK, même les autres trouvent le moyen de rire de ça, mais Simon Pegg de Comic Relief, là. J'avais oublié de mettre le plan 3D, j'avais... Quel imbécile. Mais c'est un casting génial. Écoute, moi l'équipe de Mission Impossible, ils sont il faut plus qu'ils y touchent. Non, il faut plus qu'ils y touchent. non. Et c'est un film qui va passer le temps. Parce que j'ai regardé celui de 96 où on misait beaucoup sur la technologie. Dans celui-là, on met sur les scènes d'action, des chars, des hélicoptères. Puis ça, dans 20 ans, on va en avoir encore. Ouais. Puis ça datera pas. Tu sais, les gadgets de James Bond, ça finit toujours par... Tu sais, on avait tous été marqués par le téléphone cellulaire qui déverrouillait tout parce qu'il rentrait un code, puis il y avait comme une clé. Puis, bon, tu sais, tout le monde voulait ce téléphone cellulaire-là, à un moment donné. Ouais, exactement. Puis là, bon sang, écoute, il faut qu'ils se battent pour ouvrir un cadenas là-dedans. Ah oui, mais la tyrannie du iPhone qui a rendu tous les James Bond obsolètes, ben, ça force les scénaristes à trouver autre chose. Tu sais, ça force les scénaristes à aller plus loin, puis ça, j'aime ça. Puis ça donne des séquences d'action géniales. Bon, écoute, j'avais encore 2 sujets, mais on se les garde pour la prochaine fois. Ben, c'était quoi tes sujets? J'avais James Gunn avec Guardian of the Galaxy. Mais on va le passer rapidement parce qu'on s'embarque pas là-dedans. Vite. Tout le monde a entendu parler pendant le Comic-Con de San Diego. James Gunn avait fait une petite réplique par rapport à Tron. Ça fait qu'il y a quelques pro-Tron qui ont été chercher son Twitter de l'époque qui travaillait pour Troma, ça veut dire des époques de 2011. Et ils ont été chercher ses critiques de films déplacés. Plus que déplacés. Des histoires de le film tellement défoncé que c'était comme rentrer mon poing dans le cul d'un enfant de 2 ans, mais des affaires dans le genre. C'était inacceptable. C'était inacceptable. Désolé d'avoir été cru de même, mais c'était dans le moins cru parce qu'on parlera pas des histoires de viol de jeunes enfants qu'il a mis aussi là-dedans. Exactement. C'est qu'il avait poussé ça le loin, mais tu sais,
Ça, le problème, c'est que c'était une époque où les médias sociaux étaient pratiquement pas utilisés, où il y avait une latitude qui était incroyable, puis le monde, tout ce qu'il mettait, c'était des cœurs là-dessus, puis il n'y avait pas encore l'effet vierge offensé qui était aussi présent du politically correct qu'on a présentement. On n'excuse pas ses propos. Là. On n'excuse pas ses promos, c'est juste que c'était une époque qui était différente, puis on les rapportait pas, ces niaiseries-là, parce que n'importe qui a un Facebook depuis 2010, là, hein, va checker tes commentaires si t'es capable de reculer jusque-là, tu vas faire « Shit, j'ai osé dire ça dans le temps. » Ouais, tu fais plus ça aujourd'hui. On fait plus ça, mais parce que là, lui, il était victime de personnes qui ont été chercher ça, parce que James Gunn, depuis les 5 dernières années, il a un parcours plus que parfait. Il est embarqué dans des gangs de protecteurs des animaux. Il y a plein de projets, ce gars-là. Il est super humanitaire. Sauf que mais chez Disney, c'est plus blanc que blanc. Tu peux pas faire ça. C'est normal. Tu peux pas traîner ça. C'est en plein Comic-Con de San Diego, parce que tout le monde est en train de parler de ça. Le tournage de Guardians of the Galaxy commençait dans 2 semaines à peu près. La nouvelle sort. Tu peux pas dire « on va analyser ». Il faut que tu agisses tout de suite. Puis ils ont pris la décision qui est la plus corporative des décisions. Au niveau des assurances, tu n'as pas le choix. C'est ça que tu prends comme décision. Mais moi, je pense pas qu'il va revenir. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, ça, mais il aurait pu revenir, mais le gros problème, c'est que le tournage est trop proche. Ouais, il revient le pire qui pourrait arriver, là, qui pourrait pousser un peu à la main, là, ça serait, présentement, les acteurs ont signé. C'est s'il y a un boycott qui retarde la production. Puis au niveau des pertes de Disney, puis sans compter qu'il y a des pétitions en ligne qui aussi commencent à être signées, mais encore là, hein, c'est parce que tu as le problème de la corporation que s'il réintègre, il crée un précédent. Il ouvre une porte. Le problème du précédent, là, c'est le même principe qu'en justice. Là, hein. Si tu as le malheur d'ouvrir une porte, le précédent, une fois qu'il existait, tu es obligé de le répéter. C'est jurisprudence. Jurisprudence, tu peux pas créer une jurisprudence là-dessus, c'est ça qui est plate. Et c'est un peu ce qu'il va être victime de ça. C'est ça. Parce qu'à l'époque, en ce moment, du MeToo, tu ne peux pas arriver puis dire... Pour lui, c'est correct. C'est ça. Pour lui, on fait une exception. Parce que là, il va falloir qu'on repasse les agissements de tous les autres. De toutes les autres. C'est difficile. Aujourd'hui, il y avait comme une rumeur possible d'une rencontre entre James Gunn et les pontes de Disney. Mais si c'était n'importe quelle autre maison de production, je vous dirais que j'aurais de l'espoir. Mais Disney ne peut pas se permettre ça. Mais Disney est toujours en total contrôle. Tu sais, ils contrôlent tout, jusqu'à la moindre fiente des mouches. Ils vont les contrôler. C'est pour ça, tu sais, on en revient tantôt, là. C'est pour ça qu'ils font leur propre événement. C'est pour garder le contrôle de tout ce qui se passe. Tu sais, tu vas avoir un mégot de cigarette de trop dans un des cendriers à l'extérieur, à 9 mètres du bâtiment. S'il y en a un de trop, ils vont l'avoir contrôlé. Il y a quelqu'un qui va l'avoir fait disparaître. C'est pas grave, ils sont pognés quand même avec un paradoxe. C'est la pire bombe médiatique. C'est pas juste ça. C'est que Guardian of Galaxy, c'est son bébé. Il les écrit. C'est son style. Peu importe ce qu'ils vont faire, le scénario qui est là, il est écrit à 100% par James Gunn. C'est que son nom va apparaître. Oui. Ça fait que si tu ne reprends pas qu'un réalisateur, tu vas chercher un autre réalisateur. Tu peux pas se tirer. Le film commence à tourner dans 2 semaines. Tu peux pas crisser le scénario à terre. De toute façon, même si tu crisses le scénario à terre, puis tu engages quelqu'un d'autre pour l'écrire, tu vas scraper qu'est-ce qui sont les gardiens de la galaxie qui fait qu'est-ce qui sont populaires. C'est que rendu là, si tu veux pas le réengager pour la réalisation, tu n'as presque pas le choix de la prendre comme consultant. Mais personne n'est irremplaçable. Mais c'est parce que c'est son scénario. C'est que veut pas, son nom va être encore attaché au produit. Son nom va être là. Mais dans les tournées de promotion, il sera pas là. Dans les entrevues, il sera pas là. C'est pour ça que tu ne le prends pas comme réalisateur, tu le ramasses comme consultant. C'est la solution qu'ils vont devoir prendre. Parce que moi, je fais partie, mettons, de l'équipe de communication de Disney. Je veux pas voir revenir ce gars-là. C'est parce que tu vas chercher un Ron Howard comme ils ont fait pour Han Solo. Un espèce de gars qui est by the book, que s'il y a une idée, il va respecter, puis il va la faire comme c'est écrit là. Un faiseux, qui est professionnel. Tu gardes James Gunn comme consultant. De toute façon, son nom va être là pour l'écriture du film. Tu viens de régler le problème. C'est ce qu'il devrait normalement pouvoir faire. Effectivement. Puis en terminant, je vais y aller avec les poisons. Rapidement. Au niveau des poisons, si tu veux vraiment que j'y aille rapidement, je veux bien y aller avec Final Space qui est sorti sur Netflix là à peu près 3 semaines. C'est une série, c'est un anime. Ça ressemble un petit peu à un look Futurama Simpson, mais ça a été écrit par Olan Rogers, qui fait la voix du personnage principal. Ça se passe dans l'espace avec un gars qui a fait une niaiserie, puis comme dans un vaisseau prison, puis qui vit la fin de sa sentence, mais il y a comme une espèce d'extraterrestre qui décide de vouloir ouvrir le Final Space.
Puis ce gars-là se ramasse là-dedans, sauf que c'est dans le super absurde. T'écoutes ça, tu fais comme... C'est stupide à un niveau qui est incroyable. La qualité d'animation, tout est là. C'est super nickel. Sauf qu'ils vont aller chercher l'absurde avec le sérieux, le tragique, le dramatique, l'émotif. Ils réussissent à tout mélanger ça dans un 10 épisodes où ce que tu fais comme shit, je veux voir la suite tout de suite. Puis sans compter que Alan Ridgers, c'est un gars qui a souvent travaillé avec Conan O'Brien. Ça fait que Conan O'Brien fait des voix dans le film. T'as Ron Perlman qui fait des voix là-dedans aussi. Et t'as David Tennant qui fait la voix du méchant. Non, c'est un casque qui est quand même assez intéressant. T'as un casque qui est quand même super intéressant. C'est super drôle. C'est 10 épisodes de 22 minutes, là. Hein? C'est un foutu mosse, là. Sur Netflix, disponible depuis 3 semaines à peu près. Depuis 3 semaines. Parfait. Pat? Moi, ça va être rapide aussi. Premièrement, 2 trucs sur Netflix que j'ai trippé. Oui, le 2e épisode de la série d'anime de Godzilla. Tabarnouche, c'est excellent, c'est très bon. Et écoute, restez jusqu'à la dernière seconde du générique, ça cartonne, là. C'est complètement fou. Un petit film d'horreur un peu débile, un slasher avec Nicolas Cage puis Selma Blair, Mom and Dad. C'est excellent. Ah, ça a l'air pas pire. Un espèce de délire d'histoire où l'instinct, la pulsion parentale de protéger ses enfants est inversée. Donc, tu veux tuer tes enfants et Wow. Ça dit tout. C'est ça et c'est jouissif. Puis, dernière affaire, je pense que je suis le seul sur Terre avec ma blonde à l'avoir écouté, la série Légion là, de Marvel. Là. C'est tellement fucké, c'est tellement complètement pété. Le générique est jamais la même. La musique, à un moment donné, il y a des chorégraphies. C'est pété. Ça donne tout l'idée d'un psyché éclaté, puis d'un personnage qui grandit pour devenir une monstruosité. C'est génial. Ça le trouve tellement que je pense qu'il en avait parlé au dernier podcast aussi, puis il se répète. Effectivement. Oui. Ça, Et Chris, c'est correct, que c'est ça bon. vaut la peine. Ça vaut la peine. Écoute, je l'ai fini, c'est trop bon. De mon côté, le nouveau Turtle vient d'arriver, tout juste d'arriver, 7e volume IDW Collection. On vous en a parlé beaucoup dans les premiers podcasts, à quel point c'est génial, vous manquez rien, tout est recueilli. Alan, t'as reçu le tien aussi. C'est ce que je vais me taper en fin de semaine. Là, j'ai remarqué tantôt, je vous en parlais en dehors du podcast, qu'il me manquait des... Les périodes sont longues avant les publications. Là, je lis beaucoup de stock entre les deux. Fait que là, je me suis replongé un peu là-dedans. Je commence ça en fin de semaine. Puis je vais faire différent. On parle rarement dans le podcast de figurines, de statues, de jouets et autres. Il faudrait qu'on commence. Et je me suis acheté The Art of War, une statue de Wonder Woman. C'est une collection, The Art of War. Ils en ont fait 7 ou 8, basée sur des dessins de dessinateurs de DC Comics. Souvent, DC font ça, des statues basées sur des dessinateurs, vos préférés, puis vous pouvez les avoir en modèle sculpté. La statue que j'ai achetée, c'est Wonder Woman, faite par Amanda Conner. Et c'était dans le cadre du 75e anniversaire de Wonder Woman en 2016. Et ce qui est intéressant, c'est que la statue a été faite de A à Z juste par des femmes. Et ça, je trouve ça bien. Le sculpteur, celle qui a dessiné, celle qui l'a conçue, celle qui l'a fabriquée, tout est fait par des femmes. La statue est magnifique. DC Direct font vraiment des produits qui sont cool. Il y a Sideshow aussi, Toys qui font des produits qui sont incroyables. Ça vaut la peine. Écoute, elle est vraiment belle. Je vous montrerai la photo tout à l'heure. Puis quand je vais la recevoir, je vais pouvoir la mettre aussi sur la page Facebook des Injustes. D'ailleurs, on attend toujours vos commentaires. Hein. Vous êtes toujours la bienvenue. On communique assez rapidement. Si c'est pas Alan, ça va être moi. Si c'est pas moi, c'est Pat. On est 3 pour se relier. Donc, toujours intéressant de discuter avec vous autres. Puis nous autres, ben écoute, à 1h16, on a battu un record. Ouais, un bon record, mais On a eu écoutez, la promesse. On a eu la promesse. On a tenu un bon record. 15 minutes de plus pour tout le Ouais. monde. Et on se revoit bien vite, bien d'autres sujets. Ciao, bye! ciao! Salut!